Bonsoir une fois de plus. Nous continuons notre live. Nous sommes revenus pour le deuxième numéro comme promis. Notre deuxième numéro de ce direct. Nous sommes en direct sur YouTube, sur TikTok. Sur YouTube, journal officiel expliqué. Sur TikTok, journal officiel. Le journal officiel, c'est un magazine sociopolitique qui vous analyse les informations politiques de la République démocratique du Congo, en particulier. Le gouvernement a dirigé pendant toute l'année 2024. Ici, dans cette émission, nous allons pouvoir faire l'analyse de l'action gouvernementale. Nous allons évaluer les actions du gouvernement par rapport aux engagements qui ont été pris à l'Assemblée nationale lors de l'investiture de ce gouvernement le 12 juin 2024. Nous savons que Madame la Première ministre Judith Suminwa avait soumis un programme de 6 piliers à l'Assemblée nationale et ce programme a été approuvé par l'Assemblée nationale. Avant d'entrer en détail, je vous donne les grandes lignes des piliers du programme du gouvernement, du programme quinquennal de Madame Judith Suminwa et M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le président de la République. Chers compatriotes du peuple congolais, sans plus tarder, le premier pilier du gouvernement, c'est la création de plus d'emplois et la protection du pouvoir d'achat des ménages en stabilisant les taux d'échange. 81 000 milliards de francs congolais pour 5 ans, soit près de 16 000 milliards par année. Suivez bien, chers compatriotes, le deuxième pilier, c'est la sécurité des populations et leurs biens, la protection du territoire national, soit 55 000 milliards de francs congolais, soit l'équivalent de 11 000 milliards de francs congolais par année. Le troisième pilier, c'est l'aménagement du territoire. Ce programme a un budget quinquennal de 69 000 milliards de francs congolais, soit près de 14 000 milliards de francs congolais par année. Le quatrième pilier, c'est l'accès aux services sociaux de base. Ce programme de ce pilier a un budget de 41 000 milliards 600 millions de francs congolais, soit plus de 8 000 milliards de francs congolais par année. Chers compatriotes, nous passons au cinquième pilier, c'est le renforcement des capacités, le renforcement de l'efficacité des services publics. Ce pilier a un budget de près de 14 000 milliards, soit 2 000 milliards 800 millions de francs congolais par année. Le sixième pilier, c'est gérer durablement l'écosystème de la République démocratique du Congo. Et ce pilier a 14 000 milliards, soit 2,800 milliards par année. Chers compatriotes, nous venons de terminer de lire notre exposé des motifs, le thème de ce soir, que nous allons devoir exploiter avec vous, que nous allons devoir analyser. Ça, ce sont des piliers qui ont été présentés pour les 5 ans du gouvernement de Mme Judith Suminwa. Le gouvernement, pour rappel, il est composé de 57 membres, dont le Premier ministre et 56 ministres et vice-ministres délégués ou premier vice-ministre. Chers compatriotes, le gouvernement de Mme Suminwa, après les élections de décembre 2023, Mme Judith Suminwa qui a été nommée, par après le gouvernement a été nommé et aussi ce gouvernement a été investi pour se mettre au travail. C'était le 12 juin 2024. Alors, ce gouvernement qui a été investi le 12 juin 2024 a présenté un programme quinquennal qui a un budget quinquennal de 92 milliards 200 millions de dollars américains. Si vous traduisez, vous convertissez ça en francs congolais, vous aurez dans les 270 et quelques mille milliards de francs congolais.
Ce budget sera financé par des fonds propres et fonds étatiques et non étatiques. C'est-à-dire qu'il y a ce que l'État mobilise comme ressources, mais aussi ce que l'État va devoir recevoir comme aide, fonds, appui au développement, appui à son budget. Voilà. Alors ici, chers compatriotes, c'est une analyse pour analyser les actions qui ont été menées par le gouvernement de Mme Judith Suminwa, mais aussi par rapport aux engagements que ce gouvernement a pris à travers la présentation de son programme à l'Assemblée nationale. Ces engagements qui ont été pris et comment cela sont exécutés, parce que nous sommes déjà dans la première année de l'exercice budgétaire de ce plan quinquennal. Mais ici, je vais vous faire remarquer que, avant de continuer, nous allons d'abord devoir écouter les débats à l'Assemblée nationale, comment, lorsque le gouvernement a été investi, qu'est-ce qui a été dit et qu'est-ce qui a été donné comme conseil au gouvernement de Mme Suminwa. Donc, je vous mets l'audio, on écoute 6 à 7 minutes et on va revenir pour faire les détails. Merci beaucoup de tapoter pour protéger le live. Je vous en prie. Suivons. Le gouvernement de Mme Suminwa, il y a le... Où est-ce que nous venons, où sommes-nous et où est-ce que nous allons pour que nous sachions les résultats que nous pouvons attendre le moment venu. Ça sont des problèmes de planification et d'évaluation. Aussi, j'ai un questionnement toujours par rapport au programme. Suivez très bien, on va revenir pour les détails. Je sais qu'il existe la société civile avec beaucoup de projets et ils gagnent des fonds extérieurs. Ils gèrent des fonds, ils ont aussi des résultats. Je ne trouve pas, tout cela, je trouve que ça échappe au gouvernement. Et je ne vois pas ces résultats. Où est-ce que tous ces résultats sont intégrés dans le système officiel de notre État? Aussi, je voudrais dire quelque chose à notre gouvernement. Je vais le lire. Notre gouvernement doit savoir que nous, les députés, nous sommes parfois des victimes innocentes de sa gestion. Quand celui-ci n'a pas rencontré les attentes du peuple, ce sont des élus qui ne sont pas votés et qui payent les pots cassés. Et c'est pourtant ce sont eux qui sont en contact permanent avec le peuple. C'est pourquoi le Parlement doit jouer son rôle sans complaisance, car les pouvoirs se cherchent pour être conservés. C'est question de notre survie politique. Nous sollicitons que le gouvernement associe les élus à la réalisation des activités dans leur circonscription. Ça, c'est une sollicitation que nous faisons parce que c'est nous qui souffrons quand le gouvernement n'a pas rencontré les attentes du peuple. Et cela, c'est vraiment un problème pour nous, les députés. Je voudrais recommander aussi à notre Parlement, nous devons activer la commission de suivi, évaluation de l'exécution des lois, des résolutions, des recommandations et des politiques publiques pour servir d'organes chargés du monitoring et évaluation des programmes. Voilà, je vois qu'il y a un petit problème de réseau. Je crois que ça va s'établir d'ici là. Il y a une petite pause. Je suis en train de résoudre le problème parce que là, il y a une petite publicité. Voilà, on revient à notre discours. Il y a un bug, ça va. J'ai un dernier questionnement à la Première ministre. Beaucoup de gens se les chichotent. Pourquoi on a invité le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale? Quelles en sont les motivations?
quelques erreurs du passé qu'il faut éviter, selon que nous en avons l'inspiration de la part du chef de l'État. Madame la Première ministre, ne vous laissez pas avaler par le système d'il y a longtemps, plusieurs décennies depuis l'indépendance. Ne versez pas dans des grands dépassements budgétaires en termes de milliers de pourcentages par rapport à certaines activités. Pourtant, d'autres activités telles que vous avez planifiées, ils vont connaître la sous-consommation, la grande sous-consommation des crédits. Ça, nous voulons juste vous prévenir par rapport à cela. Veuillez utiliser votre cœur de femmes pour savoir répartir les ressources, en utilisant surtout les critères objectifs, comme les poids politiques, quand il s'agit du gouvernement ou autres entreprises et autres choses. Je vous demande aussi d'être équitable, équité dans les paiements. Par exemple, les députés provinciaux qui soient payés, d'autres catégories, les NP partout, et surtout régulariser les rétrocessions dans les entités territoriales décentralisées. Exactement. Aussi, ça vraiment, je dois noter ça. En fait, oui. Pendant que j'étais là, j'ai reçu des SMS de Bukavu, de l'Est et de partout là-bas. La population me charge, Madame la Première ministre, de vous demander à quand exactement la fin de la guerre à l'Est. Pourquoi nos frontières restent toujours ouvertes avec le Rwanda et l'Ouganda, pourtant pays agresseurs? Voici encore votre question, ça vient du terrain. Ils me disent de vous demander, dans les 3 mois, 6 mois, 12 mois du gouvernement, les taux de change, ça va baisser de 2800 à combien? Ça, c'est votre petite question qu'on pose. S'agissant des réseaux routiers, c'est la honte à notre pays d'avoir, nous sommes le seul pays de la région qui n'a pas de route. À la page 37 de notre programme, je réalise qu'on a oublié des grands tronçons. Les tronçons, la RND, qui va de Goma... Nous allons revenir dans les explications, dans les analyses. Là, nous suivons d'abord les interventions des députés lorsque le gouvernement de Mme Souminoa a été investi à l'Assemblée nationale. Donc, quand on va terminer juste quelques minutes, on va revenir pour les analyses. Merci beaucoup. De travailler pour réduire la cherté de la vie en RDC par rapport à d'autres pays. Les prix des denrées alimentaires sont très chers en RDC par rapport à d'autres pays. Vraiment. Les prix des soins médicaux encore très chers ça, c'est vrai. dans notre pays. Ça, c'est vrai. Les prix d'hôtel. Mais c'est possible parce qu'on a réduit, notre gouvernement a pu réduire les billets d'avion. Maintenant, on me demande pourquoi on ne peut pas aussi réduire, c'est pourquoi nombreux de Congolais partent. On demande seulement comment réduire les marges bénéficiaires des opérateurs économiques par des magasins témoins, par exemple. Voilà aussi demande de finir avec l'instabilité des institutions provinciales. Nous espérons que pendant votre mandat, on aura des pouvoirs stables dans les provinces pour des réformes, des mécanismes pour stabiliser à ce niveau là-bas. Il faut aussi activer les capacités d'absorption des fonds des partenaires extérieurs. Je vous donne un cas, madame. Ici même, on a reçu un financement. Merci pour le signal. Mais la BAD a donné un fonds pour construire la route Bukavu-Goma. Je vous annonce que moi, j'ai été frappé par cela. On m'a appelé, moi, M. Kaburimbo, M. Bakadam, pour dire que le gouvernement est incapable, depuis qu'il y a 3 ans, de matérialiser ces projets. J'ai fini, s'il vous plaît. Oui, c'est pour atterrir. Il y a d'autres amis qui attendent. Oui, Président. Merci beaucoup pour votre aide. Les budgets, vous avez parlé des 18 milliards. On a parlé de ceci. On voudrait le voir ça sur les tables à manger des Congolais.
améliorer les salaires des infirmiers et enseignants militaires et surtout les administrateurs de territoire. Ça, c'est très important. Et dans ma circonscription, la République était endeuillée. Nous voulons que vous puissiez payer des terrains pour ces sinistrés qui continuent à retourner encore le site où ils étaient, vous avez trouvé la mort. Enfin, honorable député, ce programme est le nôtre. Et nous sommes appelés à investir ce gouvernement. Je demande, je sollicite que nous puissions investir ce gouvernement, qu'il aille travailler parce que la population attend beaucoup de nous. Merci beaucoup. Voilà. Donc, ça, c'était la première partie. Juste, pour rappel, lorsque le gouvernement de Mme Soumino a été investi à l'Assemblée nationale, le programme a été présenté, elle a été défendue. Le député, ils ont fait l'analyse, ils ont pris connaissance de ce programme quinquennal du gouvernement, mais aussi ils sont revenus pour donner leur avis et considération en face du gouvernement, des membres du gouvernement, c'est-à-dire le Premier ministre et tous les autres membres avec lui. Ils étaient ensemble lorsque ce député, il s'appelle Honorable Vital, je crois qu'il est élu de Goma, si je ne m'abuse pas. Alors, peuple congolais, chers compatriotes, pour faire l'évaluation de ce programme quinquennal de Mme Judith Suminwa, nous allons parcourir étape par étape. La première étape, j'ai choisi d'abord de commenter ce qui est dit dans l'intervention de l'honorable Vital. Et dans la deuxième partie, je reviendrai moi-même faire l'analyse pilier par pilier. Et cette analyse, ça va prendre beaucoup de directs. C'est parce qu'il y en a un seul direct, je ne peux pas terminer et vider toute la matière. Donc, ici, je vous fais remarquer que l'honorable Vital, dans son premier point, il soulève comme préoccupation, il dit les organisations de la société civile. Et aussi, ils ont des financements, leurs projets sont financés et ils ont aussi des résultats. Mais il constate que cela n'est pas mentionné dans le gouvernement, dans le programme du gouvernement de Mme Judith Suminwa. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque les projets sont financés, les projets de société, les organisations civiles au niveau du pays, lorsque les projets sont financés de financement extérieur, c'est le ministère de Plan qui est censé planifier toute l'action gouvernementale, tout le plan du développement du pays. Comme ils ont présenté un budget quinquennal, donc le ministère du Plan a dit planifier et faire des projections sur 5 ans, comment l'État va organiser le développement. Mais aussi, il fait remarquer que les députés, ils sont souvent des victimes de la mauvaise gestion du gouvernement. Parce qu'à chaque fois, les membres du gouvernement, c'est eux qui doivent quand même se mettre à l'action pour mener l'action gouvernementale. C'est eux qui doivent construire des routes, c'est eux qui doivent équiper les hôpitaux, c'est eux qui doivent construire des écoles, c'est eux qui doivent matérialiser tout ce qui est dans ces programmes du gouvernement. Mais sauf que il a fait remarquer qu'il arrive où les ministres ne font pas leur travail, mais les députés sont victimes parce qu'ils sont près du peuple. Le peuple va les interpeller. Voilà, tu nous avais dit, tu vas faire ceci, on n'a rien vu. C'est par rapport à ça qu'il a dit que les attentes du peuple, très souvent, ne sont pas réalisées, ne sont pas matérialisées. Alors nous, les députés, nous sommes victimes parce qu'on nous interpelle. Oui, c'est vrai, parce qu'ils sont le porte-parole du peuple. Ils sont là les représentants du peuple. Mais sauf qu'ils n'ont pas comme devoir celui de résoudre le problème du peuple. Et ils ont seulement comme devoir d'amener ces problèmes-là au niveau de l'Assemblée nationale, discuter, interpeller les ministres sectoriels et le ministre va se mettre au travail pour donner des solutions. Alors, il dit ceci, il fait des recommandations, il dit il faut que la commission de suivi et évaluation des lois au niveau de l'Assemblée nationale puisse être active. C'est-à-dire que cette commission-là, c'est une commission qui évalue l'action gouvernementale de chaque membre du gouvernement, du Premier ministre, des ministres des hydrocarbures, les ministres des Mines, les ministres des Finances, donc tous les ministres. Cette commission évalue leurs actions mois par mois, trimestre par trimestre et année par année.
Donc c'est ce qui fait que lorsque l'évaluation est faite et que le constat est amer, on interpelle le ministre, on lui donne une question orale, il vient répondre. Lorsque on n'est pas convaincu avec une question orale, des réponses données par le ministre, lorsqu'on n'est pas convaincu, on transforme cette question orale à une motion de défiance. C'est-à-dire que vous allez maintenant déchoir les membres du gouvernement, le ministre concerné, de ses fonctions. Lorsqu'il est déchu de ses fonctions, alors le président de la République va nommer un autre membre du gouvernement sur proposition du Premier ministre. Alors, il fait remarquer ceci, il pose la question à Mme Judith Souminois. Mais pourquoi vous avez amputé le ministère du ministère de prévoyance, du travail et prévoyance sociale au ministère de la Santé? Ils ont enlevé l'INSS sous l'autorité, je peux dire, du ministère du Travail et Prévoyance sociale. Ils ont donné ça au ministère de la Santé. C'est incroyable, ça n'existe nulle part au monde. Le ministère du Travail et Prévoyance sociale, c'est sous sa direction que se trouve le ministère, que se trouve le service de l'INSS, l'ex-INSS qui est devenu CNSS, Caisse nationale de la sécurité sociale. Ça n'a rien à voir avec tout ce qui est santé, parce que là, il y a gestion de carrière des agents qui sont retraités, et leur retraite, leur pension et tout consort. Donc, ça n'a rien à voir avec le ministère de la Santé. Juste un avis par rapport au constat qui a été soulevé par l'honorable Vital. Alors, il demande à Mme Judith Souminois, ne vous laissez pas avaler par la médiocrité qui gangrène ces pays. Tu sais que à chaque fois que quelqu'un arrive dans un poste, il trouve des personnes qui vont soit lui aider à avancer, ou soit les personnes qui vont lui aider à ne rien faire. Ils vont lui donner des mauvais conseils. Tu sais, ici, on prend des rétocommissions. Tu sais, ici, on fait ceci pour voler l'argent. Tu sais, ici, c'est ça en fait. Les députés lui font remarquer que ça, ce sont des conseils qui ont été donnés par des députés à Mme Judith Souminois lorsqu'il prend ses fonctions, lorsque son gouvernement était investi à l'Assemblée nationale. Donc, on lui a prodigué des conseils. Et moi, je donnerai mon avis s'il a retenu ces conseils-là ou pas. Mais si, j'analyse d'abord les conseils qui lui ont été donnés. Parce que nous connaissons ces pays, comment ça fonctionne. Un chef arrive, il pose la question, par exemple, dans les entreprises privées. Il prend les Congolais qui collaborent avec lui, il va leur demander combien voulez-vous qu'on paye ces travailleurs. C'est le même Congolais qui va minimiser les salaires de ses propres concitoyens. Mais sauf qu'il va, lui, s'accaparer d'un gros salaire et les autres, il va minimiser leur salaire. Et le Libanais ou l'Indien, il va dire, ah d'accord, là, vraiment, ça va. Il voit que ces affaires vont fleurir. Mais vous ne pouvez pas être malhonnête jusqu'à ce point-là. Voilà pourquoi Mme Judith Souminois, on lui a donné comme conseil, ne suivez pas tous les voleurs de la République qui ont pillé la République depuis 1960. Ça, ce sont des conseils qu'on lui a donnés. Mais on verra s'il a retenu ça. Alors, on lui a encore donné comme recommandation d'utiliser les critères objectifs. C'est-à-dire que le gouvernement, il arrive à un moment, il fait des actions qui ne sont pas objectives. Je prends un exemple des critères qui ne sont pas objectifs. On construit les centres financiers à Kinshasa. Dites-moi un peu, même en commentaire, en quoi ces centres financiers constituent un besoin urgent pour nous. Rien du tout. 350 millions jetés comme ça. Donc, on a jeté 350 millions. Je prends un autre critère objectif qu'il faut tenir en compte. Nous avons vu le président dernièrement à Luanda. C'est pour signer un contrat où on va construire une route qui va passer de notre pays, Angola, jusqu'au port de Lobito. Mais attends, nous, en 2022, au mois de janvier, M. Félix Tshisekedi avait posé la pierre pour la construction du port en eau profonde. Et le gouvernement dirigé par Sama Lukonde, qui est aujourd'hui président du Sénat, et avait comme ministre des Finances M. Nicolas Kazadi. M. Nicolas Kazadi a décaissé 1,350 milliard de dollars américains
en mode d'urgence pour que ces fonds-là puissent utiliser pour construire les ports en eau profonde à Moanda. Mais curieusement, jusqu'au jour d'aujourd'hui, ça fait maintenant déjà 3 ans, parce que la pose de cette pierre a été faite le 31 janvier 2022. Donc ça fait exactement 2 ans et 11 mois. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes déjà les premiers en 2025. Donc ça fait 2 ans et 11 mois. Bientôt 3 ans. Près de 3 ans qu'on a posé une pierre, on a décaissé l'argent et l'argent est disparu. On a dilapidé ça et puis personne n'est coupable. C'est ça que le conseil qu'on a donné à Madame Judith Souminois. Vous devez donner des priorités par rapport à nos objectifs. Il n'y a aucune priorité, il n'y a aucun objectif, il n'y a aucun intérêt pour nous qu'on construise une route qui quitte le Congo pour l'Obito. Parce que quand on va construire ça, il faut savoir que la douane en Angola, elle coûte moins cher. Qu'est-ce que les commerçants vont commencer à faire? Ils vont faire débarquer leurs marchandises au port de l'Obito et traverser sur cette route qui sera construite et puis ça entre au Congo. Même s'ils vont payer des taxes au Congo, mais le coût sera réduit. Pourquoi? Parce que nous avons beaucoup de services. Ces services-là sont toujours chers au niveau de notre port. Tous les services sont chers. Même l'ONATRA, on paye cher. Alors, le premier problème qui va se poser, les bateaux, si ça ne vient plus au Congo, l'ONATRA n'aura plus de travail. Et pas que l'ONATRA, il y a aussi MGT et plusieurs autres ports, ils n'auront plus de travail. Donc, beaucoup de salariés congolais qui vont devoir perdre leur travail. Pourquoi? Parce que le gouvernement n'a pas établi des objectifs, n'a pas mis des priorités sur nos intérêts, sur nos objectifs. Voilà pourquoi je dis ici, ce journal que vous voyez, c'est présenté par quelqu'un qui a passé un temps dans l'administration publique. J'ai passé dans l'administration publique, je suis passé dans les grandes institutions, donc je connais réellement qu'est-ce qui se passe dedans. Ce sont des choses vraiment très très regrettables qui se passent où on sent que l'État ne priorise pas l'intérêt général. L'État ne priorise pas ce qui doit être utile pour le pays. Alors, ça c'est un bon conseil qu'il a donné à Mme Judith Souminois. Il dit ceci: éviter les dépassements budgétaires. Donc le gouvernement, on arrive à un moment donné, nous étions encore, cette année même, là, voilà, l'année 2024 qui vient de s'achever hier, vous m'excusez, on était encore au mois de juin lorsque la présidence de la République, on a constaté que son budget annuel de 2024 a été épuisé au mois de juin. Vous imaginez? Une institution qui a plus de 470 millions de fonds pour son fonctionnement, mais 470 millions de dollars américains était déjà épuisé au mois de juin. Pourquoi? Parce que Félix Tshisekedi fait des voyages inutiles. Donc je peux appeler ça des promenades inutiles partout dans le monde entier. Dans un vaste programme inutile, celui de explorer le monde, de conquérir Magellan, de devenir le Magellan du Congo. Il a sillonné partout juste pour prendre des photos avec des dirigeants du monde. C'est pour cela quand on lui pose la question, mais c'est le président, qu'est-ce que tu regrettes de n'avoir pas fait? Il dit, non, j'ai sillonné tout le monde entier, j'ai vu tous les dirigeants, les grands dirigeants, j'ai vu Poutine, j'ai vu Xi Jinping, j'ai vu Emmanuel Macron, j'ai vu Biden. Donc là, vous comprenez exactement que ce n'est pas un chef d'État. Là, vous êtes en face d'un militant de la rue. Vous êtes en face de quelqu'un qui ne maîtrise pas la notion de l'État. Il ne regrette même pas tous les voyages inutiles qu'il fait. Donc quand vous regardez le président, vous allez comprendre qu'il a été distrait par ce voyage. De nous dire à tout moment, diplomatie agissante, diplomatie agissante. Tout ce qu'il faisait, quoi, c'est sillonner le monde entier. Alors quand il sillonnait, partout où il allait, il part avec une délégation de plus de 125 personnes. Ça, je vous donne des faits qui sont tout à fait réels. Ce sont des informations réelles parce que moi-même, j'étais membre au gouvernement. Donc, je travaille là-bas comme agent public dans un cabinet politique où je connais tout le fonctionnement et les faiblesses de Félix Tshisekedi. Donc, il fonctionne comme ça. Tous les voyages qu'il fait là, déjà l'équipage, en dehors de la sécurité,
l'équipage, rien que de son cabinet, il marche pas moins de 100 personnes. Vous imaginez quand vous allez dans un pays comme les États-Unis, un cabinet de la présidence de la RDC, donc vous allez faire 2 ou 3 jours là-bas, par personne, vous pouvez déjà dépenser pas moins de 5 000 €. C'est ce que l'État fait sortir pour leur voyage. Les transports, l'hôtel, à manger, tout. Vous comprendrez que ici, c'est vraiment du gaspillage. C'est vraiment ça qui favorise les dépassements budgétaires. C'est pour cela l'honorable Vital disait à Madame Souminois, il faut faire attention. Mais malheureusement, on n'était que déjà au mois de juin. Madame Souminois n'a pas encore pris ses fonctions. Déjà, le budget de la présidence a déjà épuisé tous les crédits qui lui a été alloués pour 2024. Donc ici, nous allons comprendre que M. Félix Tshisekedi, dans son cabinet, il a fonctionné à partir du mois de juin jusqu'au 31 décembre. Il a fonctionné avec ce qu'on appelle le dépassement budgétaire. Et on ne sait pas c'est un nombre de combien, parce qu'on nous ment souvent. Donc Tshisekedi, avec tous les budgets qu'il met là-bas, il profite de voler cet argent. Quand il termine à voler ça, il vient encore voler dans d'autres projets de la République. Ça soupçonne directement les détournements. Parce qu'il y a des services de l'État où les agents n'ont jamais été payés. C'est pour cela, lorsqu'il a relevé ça, il a dit éviter le dépassement. Parce que nous avons des priorités. Tu dois être objectif dans ton action. Tu dois résoudre le problème des NI. Il y a des gens qui sont de nouvelles unités même à l'enseignement. Il y a des gens qui sont de nouvelles unités même dans l'administration. Mais ce n'est pas parce qu'il est nouvelle unité où il ne doit pas être payé. Il doit être payé. Ça veut dire tout simplement qu'il n'est pas en règle avec toutes les formalités administratives. Mais le travail qu'il fait, ça profite à la nation. Donc, par conséquent, la nation doit lui payer. C'est ce que l'honorable Vital voulait dire. Les NIP, maintenant les NIP c'est qui? Les NIP ce sont des agents et ils ont déjà les matricules. Toutes les formalités ont été faites, mais sauf que l'État ne leur paye pas. Pourquoi ne leur paye pas? C'est une volonté manifeste, vraiment, comme on dit, je ne sais pas comment expliquer ça. Il n'y a pas vraiment une explication qui peut être convaincante lorsque quelqu'un est NIP, c'est-à-dire non payé. C'est quelqu'un qui a un numéro matricule, quelqu'un qui est mécanisé. Quand on dit mécanisé, donc il a terminé toute la procédure pour le confirmer qu'il doit être payé. Mais sauf qu'il n'a jamais eu son salaire. Il a déjà donné son numéro de compte à la banque. Il a déjà été contrôlé. Tout est anormal, et normal plutôt, mais sauf qu'on ne lui paye pas. Qui ne lui paye pas, c'est l'État. Mais il travaille comme agent, il part à Gombe chaque jour. Vous connaissez le transport, c'est cher au Congo. Chaque jour, il travaille, mais il est toujours NIP, non payé. Donc, ce sont des choses qui se vivent dans tous les ministères. Il y a des non-payés. Même dans les entreprises publiques, il y a des non-payés. Ça ne se passe qu'au Congo. Même dans l'armée, il y a des non-payés. Nos enfants que vous regardez là qui se battent à l'Est sont souvent des nouveaux recrutés. Ils sont encore NIP. Ils sont encore NI pour la majorité. Et pour les uns, ils n'ont pas encore le numéro matricule. Pour les autres, ils ont déjà le numéro matricule. Mais sauf qu'ils sont NIP, non payés. C'est ça qui est regrettable ici. C'est-à-dire que ce sont des choses que l'honorable a interpellé, puisqu'il a bien dit qu'on m'a demandé de vous dire ça. Soyez objectifs pour résoudre le problème de NI, NP, pour que vous ne puissiez pas permettre le dépassement budgétaire dans d'autres administrations. Vous imaginez, vous êtes une seule institution, même si vous êtes la présidente, vous ne pouvez pas faire un dépassement de plus de 400%, tel que l'année 2022, vous pouvez consulter. Le budget de la présidence a fait un dépassement budgétaire de plus de 400%. Cela signifie quoi? Ça signifie que sur les 400 millions qui étaient prévus pour son fonctionnement dans l'exercice budgétaire de 2022, la présidence a consommé cela 400 fois. Vous imaginez? Cela a fait 1,6 milliard pour une seule année. Donc le président a sillonné le monde entier, il a pillé l'argent de l'État. Et rien vraiment ne peut justifier que la présidence puisse utiliser 500 millions, la présidence puisse utiliser à elle seule
1,6 milliard. C'est trop. Je prends un exemple. Vous pouvez lire ça sur l'internet. Les budgets de la présidence en France pour l'année 2023, l'exercice 2023, c'est 126 millions de dollars américains. Vous comprenez un peu? Comparé au budget de la RDC, même si nous, on a 26 provinces et que la France en a que 11, si je ne m'abuse, il y a aussi des territoires des Outre-mer. Mais quand vous voyez leur président, il est plus actif que notre président. Il est aussi président de la 6e grande puissance du monde. Mais le budget de l'institution qu'il dirige, c'est 126 millions. C'est ça qu'on parle, c'est ça qu'on appelle être objectif. C'est ça qu'on appelle ne pas favoriser les dépassements budgétaires. Mais vous imaginez un pays comme le Congo, déjà, le président, donc dorénavant, il a déjà des difficultés pour sillonner le pays. Vous avez regardé le peu de temps qu'il a fait pour voir passer au Kananga, Mbujima, Chikapa. Donc il est déjà fatigué. Ce n'est pas demain qu'il va encore retourner dans les provinces. Il va chercher maintenant le voyage à l'étranger pour aller se défouler, pour aller dormir dans les chambres d'hôtel, pour aller passer du temps avec ses coquibines. C'est ça qui est décriant ici. 474 millions. Dans 6 mois, vous épuisez ça. Et vous cherchez encore d'autres. Donc, à chaque année, Félix Tshisekedi consomme pas moins de 1 milliard. En tant qu'institution, la présidence, quelles que soient les priorités, vous n'avez pas droit à faire ces crimes économiques comme ça. Ça, ce sont des crimes économiques. Ce sont des crimes financiers. Alors, un autre conseil lui dit ceci. Il lui pose la question. Honorable Vital, plutôt son nom. Vous m'excusez, je n'ai pas son nom complet, mais je connais seulement son prénom. Il pose la question à la dame Premier ministre. Puisque vous êtes le chef du gouvernement, nous allons vous investir, nous avons vu les programmes, tout ce que vous avez prévu par rapport à la sécurité et la défense du pays. Mais je vous pose la question, tu dois nous répondre, à quand la fin de la guerre de l'Est? À quand cette guerre va finir? Et puis, il va encore plus loin, il lui dit, pourquoi les frontières sont ouvertes entre la RDC et le Rwanda, la RDC et l'Ouganda? Parce qu'à chaque fois, nous accusons le Rwanda qu'il est en train de soutenir les rebelles qui déstabilisent notre pays. Mais quand on regarde l'Ouganda, on ne l'accuse pas, mais au moins, les rebelles M23, nous tous, nous savons qu'ils sont entrés par le poste frontalier de Bunagana. Bunagana, c'est un poste frontalier entre la RDC et l'Ouganda, et non le Rwanda. Donc ça laisse entendre que l'Ouganda a cédé son territoire pour faire base arrière aux milices. L'Ouganda a permis que la terre de la RDC soit violée par sa frontière que nous partageons ensemble. C'est là où le bas blesse. Alors le président de la République, il prend Yoweri Museveni comme son ami, comme son père spirituel, comme son idole. Voilà ce qui est regrettable. Donc la question de l'honorable Vital, c'est vraiment une question cohérente, une question sincère qui n'a pas de réponse jusqu'aujourd'hui. Parce que Félix Tshisekedi joue avec l'État. Il joue avec la sécurité. Il joue avec la nation. Il joue avec l'intégrité territoriale. Quand vous regardez un pays qui a attaqué la réaction de son président, vous allez comprendre que ce pays-là, il est fort ou il est faible. Regardez seulement lorsque il se passe seulement une attaque au couteau dans un pays européen. Vous allez écouter, vous allez comprendre comment leurs dirigeants ils réagissent. Mais regardez chez nous, les gens meurent chaque jour. Le président, il est à l'aise. Il vous fait un discours à la nation. Il vous dit que tout marche bien dans ce pays-là. On reviendra et puis vous comprendrez. Je vous donnerai un élément où le président lui-même confirme que tout marche à merveille et que le peuple congolais est très content. Je continue mes analyses par rapport à l'intervention de l'honorable Vital pendant l'investiture du gouvernement de Mme Souminou. Pour rappel, cette émission a comme objectif d'analyser les bilans annuels 2024, l'exercice budgétaire 2024 de l'action gouvernementale qui est menée par Mme Judith Souminou. Voilà. Il dit ceci. Puisque vous avez pris un engagement de stabiliser les taux d'échange, de faire baisser les taux du dollar, alors, dites-nous un peu, selon les prévisions que toi tu as fait, les taux sera
baisser jusqu'à combien? Puisqu'aujourd'hui, c'est 28, soit 29, soit 30. Maintenant, ça va baisser jusqu'à combien selon les prévisions que toi, tu as faites. Mais sauf que là, ce n'était pas une séance question-réponse. C'est une séance où les députés, ils font des recommandations, ils posent des questions, mais Madame la Première ministre a le devoir de venir répondre même après. Donc, sur place, s'il n'a pas de réponse, il ne peut pas répondre, il va répondre après. Là, c'était réservé qu'aux députés de poser d'abord des questions et Madame Souminoua et son gouvernement vont noter toutes ces questions. Soit ils vont répondre par écrit, ou soit ils passent toujours au pré-choix de l'Assemblée nationale pour répondre comme dans une question orale. Alors, il dit encore ceci. La RDC est le seul pays au monde ou bien de la sous-région où il n'y a pas de route. Mais effectivement, il a raison. Il a raison. Lorsque vous êtes au nord de la RDC, au niveau de l'Équateur, dans la province de Nord-Bangui, quand vous traversez seulement la rivière Bangui, vous arrivez à la capitale Bangui de Centrafrique, vous pouvez prendre un véhicule et vous allez jusqu'au Soudan, vous continuez jusqu'en Égypte. Égypte, vous continuez jusqu'à Tunisie, Libye, Maroc, tout. Vous pouvez encore tourner. Vous pouvez prendre encore une autre itinéraire. Quand vous êtes en Centrafrique, vous continuez le Cameroun. Le Cameroun, vous montez le Nigeria, Tchad et tout, jusqu'à l'Afrique du Nord. C'est la même chose lorsque vous êtes à Lubumbashi. Vous prenez un véhicule, ça vous amène jusqu'à l'Afrique du Sud. Lorsque vous êtes aussi au Congo central, vous pouvez prendre un véhicule ou bien un bateau, vous traversez le fleuve, vous êtes en Angola, ou soit vous faites vous prenez le véhicule par route, vous entrez en Angola jusqu'à l'Afrique du Sud, vous passez par la Namibie. Il y a des routes partout, sauf au Congo où il n'y a pas une route qui passe de nord à l'est, de l'est à l'ouest. Vous comprenez un peu ce que je veux dire ici? Parce que c'est une préoccupation qui a été soulevée par un député. Il fait constater que la RDC, c'est nous qui sommes en train de bloquer même le développement de l'Afrique. Parce que nous n'avons rien fait en termes d'infrastructures routières dans notre pays. On n'a rien fait jusque-là. Il n'y a pas une route qui quitte à l'est du pays pour venir à l'ouest. Il n'y a pas une route qui quitte du sud au nord. Il n'y a pas une route comme ça. C'est ça, en fait, qui est le souci de la Banque de développement africaine, BAD, qui a décidé de financer un projet de construction du pont qui va relier Kinshasa et Brazzaville. Pourquoi on doit les relier? Parce que là, on estime que la RDC fait partie de ces pays-là, pays africains, dans ces projets de pays africains où on veut que tout le monde puisse participer afin que l'Afrique puisse se développer. Comment on va participer? Mais on va participer par les voies de communication. Il faut permettre la circulation. Lorsque tu es à Brazzaville, tu traverses par pont, tu es à Kinshasa, et puis tu quittes Kinshasa, tu traverses, tu vas jusqu'en Angola, ainsi de suite. Donc, c'est ça en fait le projet de la BAD. Mais sauf que la RDC, c'est un blocage jusqu'à aujourd'hui à cause des autorités que nous avons qui n'ont pas de vision, qui n'ont pas aussi le cœur, le souci pour réaliser quelque chose qui va permettre au pays de marquer sa présence dans la cour des grands. Alors, il dit ceci. Il y a eu un projet dans les programmes du gouvernement, dans ce qu'ils ont mis comme construction des routes et tout comme ça. Il dit, vous avez oublié la route nationale numéro 2. Il a retracé cette route, ça quitte, c'est à côté de l'Est. Je ne connais pas trop les détails, mais moi j'ai retenu seulement route nationale numéro 2. Il y a un projet qui a financé, il y a une banque qui a financé ce projet. Alors, lorsqu'une banque, par exemple, là-bas, finance un projet, ce n'est pas l'État qui prend l'argent. Mais l'État, il va seulement valider le projet et que on fait un appel d'offres et l'entreprise qui va gagner le marché va réceptionner l'argent dans les conditions prévues dans l'accord qui a été signé entre le gouvernement et les prestataires, mais aussi entre gouvernement, prestataire et la banque de financement, la BAD. Alors, la BAD a financé, mais sauf que le gouvernement congolais, lui, il bloque.
Pourquoi ils bloquent? Ça, on ne peut pas mentionner ça ici, pourquoi ça bloque. Ils ne peuvent pas dire ça. Mais sauf que moi, je suis journaliste. Mon travail, c'est de vous dire la vérité et vous faire comprendre. Parce que, je vous ai bien dit, j'ai fait carrière dans ce milieu-là. Je connais qu'est-ce qui se passe. Alors, c'est le gouvernement qui bloque. Le gouvernement bloque pourquoi? Les ministres qui sont aux infrastructures et les ministres des plans, d'abord, les deux ministres, c'est eux qui sont en fait concernés dans ce genre de dossiers. Le ministre des plans, pourquoi? C'est lui qui planifie tous les projets du gouvernement, dans tous les ministères. Parce que lorsque le gouvernement présente son programme quinquennal, ce qui est dit dans l'article 91 de notre Constitution, où le président de la République et le Premier ministre s'assoient pour définir la politique de la nation. Lorsqu'ils vont définir, non, nous allons travailler sur 6 piliers. Mais comment nous allons voir l'argent? Nous allons trouver l'argent ici, là-bas, là-bas. Alors, ils vont solliciter les partenaires au développement. Là-bas, ils disent, non, moi, je suis prêt à financer le projet de la construction de cette route-là. Donc, l'argent est prêt. Mais sauf que le gouvernement, il doit faire quelque chose. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit ratifier. Il doit ratifier un accord entre l'État et la BAD pour que la BAD puisse disponibiliser l'argent. Afin qu'un appel d'offres soit lancé. Et la BAD aussi va étudier les prestataires qui vont faire ce travail. Il a quel kilomètre vité? Il a comme quel CV? Il a déjà fait quoi? Est-ce que c'est une entreprise crédible? Lorsque la BAD voit que l'entreprise est crédible et que tous les critères sont aux normes, là, il va financer l'argent. Alors, ce qui se passe dans notre gouvernement, si eux, ils bloquent parce que le ministre qui est là, le ministre du plan, il a besoin qu'on lui donne une enveloppe. Le ministre des infrastructures aussi, il a besoin qu'on nous donne une enveloppe. C'est pour cela que vous voyez qu'il y a des projets, on a financé, mais rien n'est fait. Pourquoi? Parce que les prestataires, il a évalué le travail que lui doit faire. Le travail, il dit non. Pour construire 1 kilomètre de route, tout le monde sait, ce n'est un secret pour personne. 1 kilomètre de route pour avoir une route de qualité. De la manière où les Japonais construisent de bonnes routes, de très bonnes routes, qui sont vraiment, qui durent pendant longtemps. On met 1 million par 1 kilomètre, donc 1 million de dollars. Alors imaginez ici, l'entreprise reçoit, l'entreprise qui va avoir ces marchés, il doit accepter les conditions qui sont données par le ministre des Infrastructures, les conditions encore qui sont données par le ministre du Plan. Les deux ministres cherchent toujours à manger l'argent qui est destiné à la construction d'une route. Alors, l'entreprise, pour la plupart, qu'est-ce qu'ils font? Comme surtout les Chinois, et ils sont spécialistes dans les magouilles. Voilà pourquoi vous les voyez, ils sont partout au Congo, ils ont des marchés faciles. C'est parce que pour eux, même si tu lui donnes 500 000 dollars, vous prenez 500 000. Donc, on divise l'enveloppe par deux. Les ministres, là, ils prennent 500 000, ils vont se partager. Donc, quand vous prenez 100 km de route, c'est 100 millions de dollars. L'entreprise passe 50 millions. Les ministres, ils prennent 50 millions. Vous comprenez un peu comment la République démocratique du Congo est pillée. Elle est pillée par des gens très, très malhonnêtes. Elle est pillée par ses propres fils. Vous ne pouvez pas imaginer. Nous sommes les seuls pays où il y a vraiment des systèmes... je ne sais pas comment je peux appeler ça. C'est vraiment une médiocrité. L'argent qui est destiné à construire leurs propres routes de leur propre pays. Les pays auxquels ils sont payés chaque mois 80 000 dollars. Les pays auxquels ils ont prêté serment, ils ont été investis pour travailler pour le compte du peuple. Ils vont se partager l'argent. Maintenant, l'entreprise, à un moment donné, il peut se trouver devant une difficulté, se dit, mais non, avec 50 millions, je ne pourrai pas construire 100 km de route. Mais sauf que les Chinois, lui, il va construire. Il va construire comment? Au lieu de mettre 3-4 couches de ciment, il met seulement 2 couches. Il diminue les couches. C'est pour ça que vous voyez les routes, par exemple. On a construit les routes Njolan, les Victoires jusqu'à je ne sais où là. Mais quand vous y allez aujourd'hui, vous verrez que toute la route est déjà abîmée. Ça n'a même pas fait 3 ans. On a construit ça la fin 2000... Non, on a construit ça en 2022. Donc ça a été réouvert à la fin 2022. Vous imaginez un peu. Donc on a construit une route en 2022. Nous sommes au début de 2025. La route est déjà quasiment
abîmé. Pourquoi? Parce que les Chinois, lui, il accepte la corruption. Il y joue toutes les cartes. Lui, il se dit, moi, j'ai besoin du marché. La route, ça vous appartient. C'est vous-même qui ne voulez pas que je puisse vous construire des bonnes routes. Vous voulez que je vous construise de mauvaises routes. Moi, je prends l'argent et puis je fais ce que vous voulez. C'est ça. Or, au Congo, nous avons l'IBTP. Ça se trouve partout. Quand vous allez à Kinshasa, il y en a. À Matadi, il y en a. Je ne sais pas, dans d'autres provinces aussi, certainement, il y en a. Il y a des ingénieurs qui sortent dans cette institution-là. Comment on ne peut pas capitaliser nos énergies, on ne peut pas capitaliser nos ressources humaines qui sont enseignées dans nos universités. Et ils vont travailler où? Si déjà les Chinois ont la chance de quitter son pays et venir travailler en RDC, et nos ingénieurs qui sortent dans ces universités, et ils vont travailler où? Comment ils vont avoir du travail? Voilà, chers compatriotes, je continue avec l'analyse de l'honorable pour ne pas m'éterniser dans mes propres analyses. J'analyse par rapport aux observations qu'il a fait observer au Premier ministre. Il dit encore ceci. Vous vous êtes engagé à réduire le coût de la vie dans les premiers piliers. Parce que dans les premiers piliers, le Premier ministre a dit dans son premier pilier qu'il va faire la création des emplois, qu'il va travailler pour la protection du pouvoir d'achat des ménages en stabilisant les taux du dollar. Et il lui dit, est-ce que tu sais que tu t'es engagé à réduire les coûts de la vie? Il faut que tu prennes conscience que ici au Congo, les soins de santé sont chers. Ici au Congo, les produits de première nécessité sont chers à manger. Donc, tous les pays qui nous entourent ici ont une vie moins coûteuse que nous. Nous, au Congo, avec ce que tu peux disposer pour le marché, donc quand tu arrives au marché, tu commences à te taper la tête, mais comment, qu'est-ce que je vais manger? Donc, même si tu as amené un peu d'argent, ça va s'épuiser comme ça sans que tu achètes grand-chose. Ce qui n'est pas le cas dans d'autres pays. Dans d'autres pays, quand vous allez, vous trouverez que les marchandises sont avec des prix abordables et puis le prix est stable. Chez nous, les prix bougent chaque jour. Alors, c'était l'engagement du premier pilier de Madame la Première ministre. Je reviendrai là dans la deuxième partie de l'émission parce que la première partie, ce sont des observations de l'honorable. Là, je survole. Donc, les soins de santé sont chers, les produits de première nécessité sont chers. Il faut que vous puissiez agir afin que nous voyions les changements. Voilà. Il dit aussi les stabilités des assemblées provinciales. Il a fait constater, Madame Judith Soumino, est-ce que dans votre exercice quinquennal ici, est-ce que vous pouvez nous assurer que les assemblées provinciales seront stables? Pourquoi il pose la question? Parce que l'assemblée provinciale, il a le même travail comme l'assemblée nationale. Ce qui est différent simplement que eux, ils sont les députés nationaux, mais les autres là sont les députés provinciaux. Mais qu'est-ce qui se passe en réalité? Il se passe que très souvent, les députés des assemblées provinciales ne sont pas payés. Très souvent. Il arrive parfois, ils acquisent 23 mois, comme en 2023. Ils ont acquisé 23 mois d'arriérés de salaire. Ils sont venus à Kinshasa, ils ont resté, ils sont dormis même en dehors du bureau de Sama Lukonde, mais ils n'ont pas eu de salaire. Ils sont allés gréver devant... faire la grève devant le bureau du ministre des Finances, ils n'ont pas eu de salaire. Vous imaginez le pays où nous vivons? Donc, il n'y a pas moyen de vous citer d'autres scandales financiers ici qui ne sont même pas des priorités, qui ont fait dépenser l'argent de la République. Mais quand vous voyez ça, vous allez comprendre que ce n'est pas une dépense, mais c'est vraiment un détournement planifié. On cherche seulement une raison pour détourner l'argent. C'est ça qui se passe au Congo. C'est ça qui se passe dans la gestion des Félix Tshisekedi. C'est ça qui s'était passé encore beaucoup plus pendant les fonctions du ministre, l'ex-ministre des Finances, M. Nicolas Kazadi. C'est le plus grand voleur de tous les temps que la RDC n'a jamais eu. Son dio, Louis Etilombo, vraiment c'est un dio de diable. C'est un dio des gens qui ont vendu leur âme au diable. Ils ont fait du mal au Congo comme jamais auparavant. Vous allez me dire, mais non, Tamobuto, si on a volé l'argent, c'est vrai, Tamobuto, on a volé l'argent, mais c'était pas comme ça.
C'était pas des millions comme ça de dollars. Et puis, personne n'était au courant qu'il y a un vol par-ci, par-là. On savait que c'est un pays corrompu, mais au moins l'administration était disciplinée. On avait une administration qui était active. C'est-à-dire que lorsque vous écrivez à l'administration, il vous répond. Même si vous êtes dans un village lointain, vous allez recevoir une lettre. Quand vous écrivez au président, la lettre va arriver aussi au président. Il va lire votre lettre, il va aussi vous répondre. Même si vous êtes dans un village, la lettre va vous arriver. Et puis les fonctionnaires, ils étaient payés. Pendant un moment donné, il y avait vraiment stabilité. Mais jusqu'à le pillage de 91, c'est là où le pays entre dans le chaos. Ce sont des choses que nous connaissons tous qui se sont passées dans ce pays-là. Il y avait un peu de stabilité à un moment donné. Alors, raison pour laquelle ici le problème, c'est que l'instabilité qu'il y a dans les assemblées provinciales, c'est dit à quoi? C'est dit au gouvernement qui ne paye pas les députés. Pour votre information, les députés provinciaux, les provinciaux plutôt, ils sont payés par l'argent de la rétrocession. Donc, dans notre constitution, quand vous lisez, j'oublie un peu l'article, je reviendrai pour vous donner ça. Il est dit que les recettes de l'État, les ressources sont coupées à 40% à la base. C'est-à-dire que la province, lorsqu'il produit 100 millions de dollars américains, la province doit prendre 40%. C'est ce que la Constitution dit. À la source, déjà, il doit retenir ça. Alors, 60%, ça monte à la direction générale, à la direction nationale. Mais sauf que depuis que cette loi est mise en place, on n'a jamais appliqué ça, on n'a jamais vécu ça ainsi. Ce qui se passe, c'est que lorsque les administrations financières que nous avons, la DGI, les DGDA, nous avons encore la DGRAD, lorsqu'ils récoltent l'argent de l'État, tout ça monte à Kinshasa. Donc l'État s'accapare de tout. Mais maintenant, il devrait normalement rétrocéder 40%. Non, l'État ne rétrocède plus 40%. Il fait les choses à sa façon, en train de violer même la Constitution de la République. Est-ce que vous comprenez ici? Il s'agit d'un dispositif légal qui est consacré dans notre Constitution. Il faut que je vois ça pour vous donner la précision par rapport à l'article. Parce que ce n'est pas normal que cela soit violé et que nous, on reste bras croisés et applaudir ces gouvernements moribonds comme ça. Ce sont des gens qui n'ont pas conscience de leur travail. Ils n'ont pas conscience de tous les mal qu'ils sont en train de poser à la République. Oh là là, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a un bug avec mon ordi. J'attends un peu si ça va revenir. Donc, ici, le souci est que l'État doit rétrocéder. Ce n'est même pas une rétrocession qui devrait être faite. Donc, les ressources devraient être retenues à la base. À la base, je dis bien. C'est là où cet argent est produit, c'est là où on doit retenir 40%. C'est ce que dit la Constitution. Il faut que je le trouve afin que je vous donne avec beaucoup de précision. Alors, nous allons voir un peu l'article 174 pour essayer de trouver. Voilà. On a signalé les lives. C'est très compliqué. On a des gens très très malhonnêtes qui nous combattent. Alors, à chaque fois je mets les lives, ils viennent toujours pour signaler. Je ne sais pas quel intérêt qu'ils ont. Les talibans, vous avez quel intérêt de dénigrer, d'attaquer le travail des autres? Quand vous faites vos meetings à la 10e mairie, personne ne vous dérange. Quand vous chantez pour Chilombo, personne ne vous dérange. Mais quand nous, on parle de choses sérieuses pour la République, pour les gens qui en ont besoin, vous venez nous déranger. Oh là là, c'est grave. C'est grave. Alors, section 5 de la Constitution, il parle de finances publiques. Paragraphe 1, les dispositions générales. Voilà. Les francs congolais, notre monnaie.
Ok, je cherche un peu. Voilà, c'est l'article 175, comme nous en français belge on dit 175. On dit ici, ça dit ceci. Les budgets des recettes et des dépenses de l'État, à savoir celui du pouvoir central, donc pouvoir central à Kinshasa, et des provinces est arrêté chaque année par une loi. Voilà. C'est cette loi-là que je suis en train d'analyser ici. Donc le budget qui doit faire vivre la RDC, c'est le budget central qui a été déposé par Mme Soumino en mois de juin. C'est ce que je suis en train d'évaluer, où il y a 6 piliers. C'est ce budget-là qu'on dit, c'est là où il y a les recettes et les dépenses de l'État. Quand il dépose à l'Assemblée nationale va examiner ce budget, il va faire des recommandations, il va faire des amendements, et après, ce qui va devenir le reste là, ça va devenir une loi. Pourquoi une loi? Parce que ça doit être exécuté tel que le législateur l'a autorisé. Si le législateur t'a autorisé de prendre 100 millions à la GECAMINE, donc le gouvernement va prendre 100 millions à la GECAMINE. Si le Parlement a dit que dans les 100 millions que tu vas prendre à la GECAMINE, tu vas disponibiliser 50 millions pour payer les NI, donc ceux qui n'ont pas de numéro matricule, ou soit tu vas disposer de l'autre enveloppe pour payer les NP, ceux qui ont déjà des matricules, ils ont toutes les conditions, ils travaillent déjà, mais ils n'ont jamais été payés. C'est ça. Alors l'article 175, comme nous avons dit la première linéa, mais le pouvoir provincial aussi, et aussi, ils ont aussi un budget. Ce budget-là, la même chose, ça doit toujours être voté par une loi. Deuxième alinéa, la part des recettes à caractère national allouée aux provinces est établie à 40%. Mais maintenant, il y a une exception. C'est-à-dire que dans toutes ces recettes-là que la DGI prend, que la douane prend, que la DGRAD aussi, on dit 40% doit être alloué aux provinces. Mais il y a une exception, on dit ici, elle est retenue à la source. C'est là où se pose le problème dans ce pays. Donc ici dans ce pays, nous n'avons pas un problème de texte, nous n'avons pas un problème de constitution, mais nous avons un problème d'application. Nous avons des gens qui ne veulent pas appliquer ce que dit la loi. Ils ne veulent pas appliquer les prescrits de la loi, les prescrits de la constitution. C'est ça le problème. Alors, écoutez maintenant, dernier alinéa, la loi fixe la nomenclature des autres recettes locales et la modalité de leur répartition. Voilà. Donc, en dehors de toutes les recettes qui sont budgétisées, qui sont recouvrées par les directions générales des douanes, direction générale des impôts, direction générale des taxes domaniales, des participations, des GERAD. Donc, en dehors de ça, il y a d'autres recettes qui peuvent faire partie, par exemple, la redevance. Redevance, par exemple, ce sont des droits qu'une société peut donner pour un service quelconque. Si l'État, par exemple, l'État dit non, si tu veux venir, la ligne, par exemple, lorsque Rwanda Air a commencé à voler en RDC, donc Rwanda Air a sollicité et l'État congolais lui a accordé, mais il a bossé comme condition de payer une redevance. Voilà, je vais relancer parce que là,